Voilà, et on en vient précisément à la dernière partie de ce campus, celle dédiée donc à l'émotion dans les programmes, le divertissement, la fiction. L'émotion qui est bien souvent, on l'a bien compris, ça peut être en tout cas la clé d'un contenu. Comment fait-on pour susciter de l'émotion sans basculer dans le pathos? La voie est relativement étroite. Il faut en fait savoir doser l'émotion, les émotions. On va précisément en parler avec les créateurs de contenu. J'invite Bibiane Godefroy à venir nous rejoindre. On peut l'applaudir. Bibiane de Newen, Nicolas Cuche qui est réalisateur, Santi de TF1 Musique et Mathieu Grelier de ITV Studio France. Soyez tous les quatre les bienvenus. Non, on s'assied comme on veut. C'est comme à la maison. Bonjour. Salut. Venez, venez. Alors moi je vais mettre peut-être en bout de chaîne. Voilà. En bout de chaîne. Ouais. On va faire comme ça. Voilà. Bienvenue à tous les quatre. On est évidemment ravis de vous recevoir. C'est assez complémentaire. On va voir ça dans un instant. Bibiane, on commence avec vous. Newen, créateur de contenu, on le sait, à la fois de la fiction, bien sûr, des jeux, des documentaires. Question très simple. L'émotion, quelle que soit sa forme, est-elle à rechercher systématiquement? À partir du moment où on cherche à toucher le téléspectateur, puisque le métier qu'on fait, c'est essayer de toucher le téléspectateur, de l'émouvoir. Donc on cherche de l'engagement. Donc pour trouver de l'engagement, il faut absolument travailler sur les émotions. Donc je dirais obligatoirement, oui. Selon le programme? Selon le programme. Est-ce qu'il peut y avoir différentes clés pour susciter de l'émotion? Alors, quel que soit le programme, comme on cherche de l'émotion, je dirais que les techniques sont les mêmes. Alors j'aime pas beaucoup employer le mot technique, parce qu'aujourd'hui encore en France, et pour le moment, parce que la neuroscience est en train, je crois, de nous rattraper, mais c'est aujourd'hui des spécialistes, des professionnels, on en a un certain nombre ici, qui décident de la manière dont ils vont utiliser un certain nombre de techniques, entre guillemets, pour faire créer de l'émotion. Cela est fait, je dirais, de manière assez instantanée et professionnelle. Tout ça peut être mis dans des ordinateurs et on peut faire des programmes à l'ordinateur, mais pour l'instant, c'est pas encore ce qui se fait. Mais on recherche les mêmes émotions, que ce soit sur un journal télévisé, que ce soit sur un magazine, que ce soit sur un documentaire, que ce soit sur la télévision ou sur un divertissement. Alors ça peut un peu choquer quand je dis ça, mais l'objectif est le même, c'est créer de l'émotion. Après, la manière de le dire est différente. Par exemple, sur un casting. Prenons les castings, des castings de films, ou rechercher des candidats pour un télécrochet, ou chercher des témoins pour un magazine, ou chercher un présentateur journaliste pour un journal télévisé. On va chercher des gens qui vont créer des émotions, donc qui sont charismatiques, ou bien qui font rêver les gens, genre héros aspirationnels, ou bien dans lequel ils vont se retrouver en disant ce présentateur-là ou ce témoin-là, il vit la même chose que moi, il me ressemble, ou bien aspirationnel, ça pourrait être moi, ça pourrait être ma fille, j'ai envie de lui ressembler. Pour ce qui est, par exemple, prenons le cas ce qu'on appelle en télévision réalité ou en divertissement des stimuli. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont des stimuli, en tout cas en télévision, c'est le fait de créer des situations et de voir comment les gens qui sont sur place vont se comporter. Et après, un bon réalisateur va se servir de ce qui se passe. Les stimuli, bien entendu, ça n'existe pas dans le documentaire, mais on va également penser à des situations qui pourraient ressembler. Et je comparerais à des stimuli les angles qui sont pris dans les sujets de journaux télévisés ou dans les documentaires. Quand on parle d'une nouvelle loi qui va être votée par l'Assemblée, on ne va pas décortiquer cette loi. On va faire un reportage sur des personnes qui vont être mises dans une situation qui crée de l'émotion pour nous parler de cette loi. Aujourd'hui, les journaux télévisés sont faits en permanence d'émotions. Lorsque l'on parle de la politique, on parle des ruptures au sein des partis politiques, on parle des oppositions entre les personnes qui ne sont que du rapport sur des émotions. Tout comme on le fait, je prends les exemples sur les journaux télévisés, parce que je dirais que quand on parle de ça, c'est exactement ce qu'on fait dans la télévision réalité. Et ça pourrait choquer de dire ça, mais c'est exactement la même chose. Alors, si on s'arrête sur la fiction, on va peut-être regarder ensemble un extrait de Versailles. On peut regarder un extrait, c'est un extrait d'une des fictions que l'on produit à Capa Drama, qui est Versailles, et c'est un moment qui a été choisi par Claude Chély, le producteur, qui est la mort de la femme du frère du roi, de Monsieur, et qui est un moment de belle émotion, et qui reprend toutes des entre guillemets techniques, je déteste ce mot-là, dont certainement Nicolas Cuche ou Mathieu Grelier vont parler après. La mort d'Henriette.
you have? I do not know, but it is her wish to see you both. I'm so deeply sorry, Your Majesty. Your Highness. She has asked to be carried to the garden so that she might be surrounded by her favorite flowers. Then do so. It would cause her too much pain. It would torture her to move. Bring the garden here. Is there a breeze today? Is there anything more beautiful than the scent of blossom in the air? There is. I'm looking at her now. I'm scared. There is nothing to fear. How do you know? Do you remember before you were born? How can you be scared? Can you feel my skin? So cold. I'm sorry. I could never love you well. You did the best you could. How handsome you both are. Oh God. It hurts so much to breathe. Lift your head. Make it go away. Now the pillow. You move the pillow, I'll lift her head. Voilà. Là, on est évidemment plein dans une charge émotionnelle assez forte. C'est la tristesse. Mais pour autant, j'ai envie de dire, ça c'est un parti pris, c'est moi qui l'affirme, ça ne crée pas un malaise chez le téléspectateur. Donc il y a une question sans doute de dosage aussi. Et de façon de réaliser, ça on en parlera dans un instant avec Nicolas. Je pense que l'objectif de l'émotion, en tout cas dans ce qui concerne les émissions que je produis, n'est jamais de créer un malaise. Il est de créer une émotion, et on a parlé tout à l'heure d'émissions positives, même lorsque l'on est dans des situations graves, l'objectif est de montrer d'abord quelqu'un, pas dire qui s'en sort puisqu'elle va mourir, mais qui a de l'espoir, qui s'accroche à des choses positives, etc. Donc je ne suis pas pour une télévision qui crée le malaise. D'ailleurs, je pense que le téléspectateur, à un moment, comprendrait. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une chose qui est très importante aujourd'hui dans tout ce qui est les, entre guillemets, techniques d'émotion, c'est que le téléspectateur, à force aujourd'hui d'avoir vu de la télévision réalité ou d'avoir vu des programmes qui ont été inspirés par la télévision réalité, car la télévision réalité a apporté énormément en télévision, même sur le documentaire, sur la manière d'écrire, de tisser les liens, de raconter des histoires. Je pense que c'est un moment clé de la télévision, non pas le contenu, mais la manière de faire a été très importante. Et elle s'est imposée finalement à d'autres univers. Elle s'est imposée à d'autres genres, et on voit bien qu'il ne faut pas aller trop loin, sinon le téléspectateur s'en va ou se lasse. On reviendra dans un instant avec Demain nous appartient, qui est un feuilleton quotidien sur TF1, pardon. Oui, je me suis trompé. Avec Santi, on parlera justement de la musique, ce sera assez intéressant. Nicolas Cuche, vous êtes le réalisateur de plusieurs longs métrages, et prochainement sur TF1 seront diffusés donc les Bracelets rouges. Le pitch en quelques mots, là aussi le sujet est grave, hein, on est dans un hôpital avec des enfants malades. Bah vous venez de le pitcher. Ouais. Effectivement, mais ils aspirent à une vie normale en fait. Oui, en fait, le sujet est grave, il n'est pas si évident que ça à pitcher. En même temps, effectivement, c'est un film qui déborde de vitalité, d'énergie, et effectivement, les pulsions vitales qu'il y a dans ce film sont inversement proportionnelles au danger qui plane sur leur tête.
Donc, en 2 mots, c'est des ados d'univers extrêmement différents qui se retrouvent tous à l'hôpital pour des maladies assez graves et variées, et qui vont vivre leur adolescence avec effectivement une urgence. Et donc c'est à la fois émouvant, parce qu'on ne triche pas avec le sujet, et en même temps extrêmement drôle aussi. Et d'ailleurs, c'était pas évident, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir, par exemple, présenter les 2 premiers épisodes dans une salle où il y avait à peu près 2000 personnes. Et j'étais très surpris de voir que l'émotion était très forte, mais en même temps, le rire était très fort. Donc il y a un équilibre comme ça entre la capacité de rire, qui est finalement très forte quand il y a une émotion très forte. Et en fait, les deux sont inversement se complètent très bien. Et plus la charge émotionnelle est forte, plus le rire est libérateur et plus le rire fait du bien. Et j'ai été vraiment... pour moi, c'était un peu un gage de réussite de voir que les deux pouvaient se mêler et se mélanger, et de voir qu'il y avait des fous rires, qu'il y avait une jubilation même parfois, et en même temps qu'il n'était pas au détriment de l'émotion, et que l'émotion n'était pas au détriment du rire. On rit, on pleure, on regarde tout de suite ce que ça donne avec la bande-annonce des Bracelets Rouges. Bienvenue, je m'appelle Clément. Thomas. C'est quoi ces bracelets que t'as là? On nous en donne un à chaque opération, et ça fait beaucoup, hein. Il va perdre sa jambe et ça fait des mois qu'il se prépare à se faire opérer. Quand est-ce que je rentre à la maison, papa? Tant qu'on est en vie, l'histoire n'est jamais finie. Et notre histoire à nous ne fait que commencer. Au bracelet rouge. Est-ce qu'il y avait des écueils à éviter? On a bien compris qu'on était sur des sentiments, que le sujet de fond était grave, mais qu'il y avait des instants qui étaient drôles, et on pouvait rire évidemment à gorge déployée, mais est-ce qu'il y avait des écueils à éviter? Oui, moi, je pense qu'il y avait plein d'écueils à éviter. Alors d'abord, au départ, il y a un scénario qui fonctionne, et je pense que c'est la base de tout. Déjà, en tant que réalisateur, c'est qu'est-ce que nous projette le scénario qu'on lit. Donc déjà, c'est un scénario... C'est un mot qui a été utilisé au début, mais c'est très important, dans lequel il n'y a pas de pathos, déjà. Ouais. Donc, on n'est pas dans le premier degré, on n'essaye pas de nous forcer la main de l'émotion. Donc, déjà, à la base, il y a un scénario qui marche, voilà. Et, sans excès. Sans excès, qui est une très bonne base de travail, en fait. Et après, effectivement... moi, quand je me lance dans une aventure comme celle-ci, j'ai un peu la trouille, parce que je sais que je vais jouer avec des émotions, et que je sais que c'est sur la corde raide. Je sais que les émotions, c'est fragile. Je sais qu'entre un trop plein d'émotions ou une émotion qui est mal gérée, et ben, tout d'un coup, l'effet peut être inverse, et que cette émotion positive dont j'entends parler tout le temps, et ben, elle peut se transformer en émotion négative. Elle peut provoquer du rejet, elle peut provoquer quelque chose d'anxiogène, ou elle peut provoquer des choses qui vont être contre-productives. Donc effectivement, j'ai l'impression moi je me sens une responsabilité, en tous les cas très importante, qui est celle de savoir gérer ça. Et pour ça, effectivement, j'ai tous mes outils de réalisateur à disposition, donc qui sont la mise en scène, le casting, la musique qui est fondamentale, et aussi disons le rendu du film, parce que déjà je pense que l'esthétisme on peut développer, mais déjà il faut que ce soit un objet qui soit beau, moi je trouve, c'est déjà important, parce que déjà ça crée un rapport avec le public, un plaisir à voir les choses, qui est tout bête, qui paraît tout bête, mais on a vu des pubs là, qui étaient absolument magnifiques. Donc moi je crois au pouvoir de l'image déjà basique. C'est quelque chose qui est très important. L'image, elle est là, elle existe, et elle est belle, elle n'est pas belle, indépendamment de son contenu. Elle envoie des ondes positives ou négatives, j'ai envie de dire. Donc j'y accorde un soin tout particulier, à la facture, on va dire. Alors justement, sur la mise en image, est-ce qu'il faut systématiquement montrer, ou est-ce que parfois suggérer, c'est mieux? Alors moi, je pense que justement, la question se pose, et pour moi, elle est très importante quand je vais filmer. C'est-à-dire que je trouve que la suggestion est plus forte que imposer les choses. Je pense que dès que moi, je sens qu'on me
tord la main, qu'on me prend le bras et qu'on essaye de me forcer à avoir une émotion et que je sens le mécanisme, parce qu'on parle beaucoup des mécanismes, mais dès que moi je sens les rouages de ça, dès que je sens que c'est en force, dès que je sens que tout d'un coup on me dit attention, tu vas avoir une émotion, attention, tu vas pleurer, attention, ça va être triste, dès que je le sens, j'ai un sentiment de rejet, moi personnellement, donc ça c'est mon ressenti, donc je me bloque et je me mets en retrait de l'émotion immédiatement. Et je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est que parfois c'est beaucoup plus émouvant de filmer quelqu'un de dos que d'aller être en gros plan sur son visage et de montrer aux gens, regardez comme il est ému. Et je trouve surtout ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça rend le spectateur actif. C'est-à-dire qu'il peut projeter lui-même des émotions sur les émotions. Alors que quand on mâche tout, qu'on donne tout, que la musique surligne les choses, que tout d'un coup les plans sont là, très descriptifs et nous imposent les choses d'une façon très très forte, le spectateur finalement, moi je pense qu'il est en otage. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il est passif et même quelque part pris en otage. Et donc moi, généralement, moi ça me met en retrait en fait. Donc effectivement, il faut être délicat et suggérer les choses et essayer de rendre je veux dire que le spectateur puisse lui-même investir le programme. Et à défaut d'happy end, est-ce qu'il faut forcément terminer sur une note positive ? Alors ça, dès lors qu'on s'adresse au plus grand nombre. C'est une très bonne question parce que pour TF1 j'ai fait 2 fictions, celle-ci qui va passer, donc je ne vais pas spoiler puisque c'est 6 épisodes et vous allez le voir et puis je ne vais pas spoiler la fin maintenant. Et puis il y a aussi quelque chose j'ai fait pour votre groupe qui s'appelait Après moi le bonheur avec Alexandra Lamy. On a des images qui est une histoire dont on connaît la fin, un peu comme dans Titanic. On sait que ça va mal se terminer. C'est une histoire vraie. Et qui est une histoire vraie. Et effectivement, moi je pense qu'on peut pas. Le but, c'est pas que le spectateur sorte, éteigne sa télé et qu'il soit plombé et qu'il soit triste et qu'il dorme mal. Et donc, c'était pas le cas. Mais donc, en même temps, il faut pas tricher avec les sujets. Il faut les assumer complètement. Et en même temps, par exemple, dans ce film, moi, je pense que la dernière scène est la plus réussie. Réellement, et pourtant elle est extrêmement triste, mais elle est positive. Il y a de l'espace, il y a de l'air, l'actrice sourit, il y a une poésie qui transcende le moment, et finalement ça crée une émotion, à mon avis, très forte, mais qui est une émotion qui nous fait du bien, parce que je pense qu'il y a des émotions qui nous font du bien et qu'il y a des émotions qui nous font du mal. Et moi, en faisant ce film et cette série, j'ai l'impression que c'est des films qui font du bien. C'est ça qui m'a donné envie de les faire aussi, c'est que j'ai l'impression que quand je les lis, voilà, c'est une émotion qui me fait du bien. Je ne peux pas dire autre chose, qui paradoxalement me file la pêche, me donne envie de vivre, me donne envie de me battre, me donne envie d'avoir du lien avec les autres. C'est ça la note positive. Voilà, et sans tricher avec le sujet. Et c'est vrai que ces 2 programmes, à ma surprise, créent du lien en fait. Finalement, ils abordent des choses tristes, mais ils donnent envie aux gens de parler, ils donnent envie aux gens de voir les choses d'une manière plus positive, ils donnent aux gens envie de se tourner vers les autres, et ça c'était très net avec Après moi le bonheur, et dans les retours que j'ai sur les bracelets rouges, c'est la même chose en fait. Alors vous avez évoqué l'importance de la musique. Ouais, très important. Santi, batteur, rocker, ça c'était ta vie d'avant. Maintenant tu es directeur de la musique sur TF1, ça veut dire quoi en clair? Tu habilles finalement de façon sonore l'ensemble des programmes et fictions. Voilà, de l'ensemble du groupe, de l'ensemble des chaînes, sur des programmes très divers et variés, avec des émotions par force. Sans musique, pas d'émotion? Il peut y avoir de l'émotion sans musique, bien sûr. Bien sûr. Mais surtout, la musique, elle doit retranscrire une émotion, et elle ne doit pas prendre le lead sur ce qu'une séquence d'images ou une séquence parlée veut raconter. Donc, elle doit sublimer sans vraiment se faire entendre. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est exactement ça. Alors, je vais dire un truc très hard pour les artistes et les musiciens, comme moi, mais parfois les meilleures musiques à allumage, ce sont celles dont on ne se souvient pas. C'est ce que tu appelles les musiques neutres, c'est ça? C'est ce qu'on appelle les musiques neutres, c'est surtout que... C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, puis en plus je vais me contredire dans 5 minutes en parlant d'imperfection et de génie dans l'imperfection, je pense, mais en fin de compte, nous quand on a monté par exemple le catalogue, la base de données de musique, Captain Music, on avait un thésaurus très complexe, on avait tagué avec tous les mots, les émotions, les qualificatifs, etc. Joie, tendresse, cyclique. Et les premières requêtes des utilisateurs, qui ne trouvaient pas, donc requête sans résultat, c'était neutre. Donc
on était un peu choqués, hein, c'est de dire neutre, mais pourquoi tout le monde veut de la neutralité? Parce que vous voulez une musique qui ne déshabille pas, qui ne transforme pas l'image, et donc on a rajouté notre couteau suisse, la neutralité dans les tags, etc. Donc c'est assez marquant de comment parfois la musique doit être véhiculée et interprétée. Il faut de la subtilité. Alors tu es venu avec un exemple. Oui, alors donc on regarde. Par exemple, oui, on voulait initialement, et on n'a jamais eu le temps de le faire, mais on va vraiment le faire. Ça m'a donné envie en plus en ayant ce campus, faire un film avec 5 musiques différentes. Le début est le même et les 5 fins sont complètement différentes selon la musique que tu as amenée. Donc on a fait un peu différemment. J'ai mis en gros TF1 Studio, le jingle de TF1 Studio, sans musique pour que vous fassiez votre idée naturellement. Donc là, vous allez être actif, voilà. Et après, avec un certain nombre de musiques, la dernière étant celle qu'on a choisie. J'espère que c'est celle que vous préférez, parce que sinon, on a l'air un peu con. Allez, on regarde. C'est la démonstration parfaite que la perception, on peut t'applaudir, la perception peut être différente selon le style musical. Bon, l'avant-dernier était un petit peu... Oui, tu t'es fait plaisir. Tu t'es fait plaisir. Un petit peu Donc c'est la dernière qui a été retenue. Est-ce qu'il y a eu débat? Question toute simple. Non, non. Alors, d'autant plus qu'il y avait un exercice en plus sur la dernière, c'est qu'il y avait les notes subliminales de TF1. Donc, accessoirement, il y avait un petit exercice en plus. Mais voilà, la dernière, c'est majestueux, féerique, magique, positif, cinématique, etc. On pourrait qualifier, moi j'ai souvent l'habitude de qualifier avec 5 qualificatifs ou adjectifs, émotion, chaque musique, c'est notre pitch à nous en fin de compte, avec 5 qualificatifs on essaye d'arriver à faire les meilleures musiques possibles pour accompagner, mais surtout pas prendre le dessus finalement sur l'image, c'est ça la limite. Idéalement c'est ça,
parce que voilà, il faut vraiment que ça sublime l'émotion qu'a déjà dégagé l'image et le texte. Alors parfois, on appuie parce que le jeu d'acteur n'a peut-être pas été mirobolant. Ça peut arriver, Nicolas. Oui, bien sûr. Ça peut... enfin, c'est toujours étonnant, là on le voit bien, de voir comment la musique peut faire passer d'une scène de là à là et tout d'un coup monter tous les curseurs et parfois aider des comédiens ou aider une situation. Ça peut être de l'aide, de l'appui pour marquer quelque chose ou à l'inverse, adoucir les choses. Calmer une scène dark, une scène très triste, une fin de Game of Thrones, tout explose. Voilà, et donc elle a effectivement plusieurs... Alors, je le disais, tu as été batteur dans une autre vie, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Batteur de la Mano Negra. J'ai repris cette vie récemment, mais pour le fun. Batteur de la Mano Negra. Voilà. Et il y a un titre que les plus de 25-30 ans connaissent par cœur, c'est King Kong 5. Ils ne seront peut-être pas tous. Ouais. Alors, on va regarder, petite piqûre de rappel, et puis on en parle derrière, il y a un truc assez intéressant. Vous ne regardez pas ma tête, hein, s'il vous plaît. Parce que c'est justement ça, on va se concentrer là-dessus. Listen to the beat, a beat of the song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head like a bomb down. Twitch subjected to the booking like one big flow, but don't know about the soul, one habit cloud. I sing my song and I'm a rocket, I'm burning up with a Buddha's fever. Beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head. Twitch and trusted to the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. We're standing alive with a King Kong Fire, through the King Kong drive on the Japanese boogie. Ça tient bien la route encore. Hein. Ça, c'était quelle année déjà? 89, vieux, là. 89. Alors, qu'est-ce qu'il y avait justement d'imparfait dans la création de ce tube? Explique-nous. En fin de compte, justement, c'est ma phrase depuis toujours dans la musique. Hein. J'ai toujours dit la grâce est dans l'erreur, dans l'inattendu, dans l'imperfection. Ça va contredire parfois quand je dis que la musique ne doit pas s'entendre, etc. Mais dans la musique hors à l'image, il y a quand même toujours ce petit truc. Alors, Mathieu peut vous en parler des heures et des heures. C'est cette petite imperfection, ce petit grain, cette petite fausseté, mais maîtrisée, qui en fin de compte crée l'émotion par rapport à une chanson faite parfaitement interprétée, ultra juste, mais qui ne procure pas ce petit truc en plus. Alors là, sur King Kong Fire, ça donnait quoi? King Kong Fire, le problème, c'est qu'en fin de compte, quand on est arrivé en studio, ce morceau n'existait pas du tout. Moi, j'étais en train de faire des essais batterie, j'ai pas de casque, et donc je commence un rythme que j'avais jamais fait, celui-là d'ailleurs. Et en fin de compte, moi, je savais pas, ils se sont tous mis dans le studio de mix à improviser, le clavier, la basse, mais moi, j'étais en train de faire des essais de batterie, donc je m'arrêtais, je dis c'est bon. Et il y en a un qui me faisait signe, elle disait oh, continue. Je suis sorti du truc, il me dit ça y est, le morceau est fait, ça s'appelle King Kong 5. Tu fais, attendez. Vendu à combien de millions? Alors, il y avait juste 2 fois où je me suis arrêté, je me suis dit bon, c'est bon, j'ai fini les essais de caisse claire, etc. Et il me dit non, continue. C'était des bandes de pouces, on a coupé, on a scotché, parce qu'il n'y avait pas du tout de Pro Tools, tout ça. Coupé, scotché les 2 moments où je me suis levé. Et du coup, après, moi, quand je faisais des playbacks, par exemple, en Espagne, je ne savais jamais où étaient les breaks. J'ai fait que des essais, donc c'était un enfer complet. Mais bon, ça a été le plus gros single quasiment de Put Us Fear du 2e album. Et c'est né d'une impro, d'un buzz, d'un truc totalement inattendu, etc. Et en concert, c'est pareil. Les vrais moments d'émotion intense, ils sont, comme on disait dans le flamenco, el duende, l'âme, la transe, ils sont dans la transe. Alors je vois déjà dire la transe, ouais, champignons mexicains, tout ça, non. La transe... Quand on fait 4 heures de concert, on peut pas. 4 heures de concert, et surtout c'est par la musique. Et elle est extrêmement rare. Moi j'ai dû faire à peu près 3000 concerts, c'est beaucoup, mais il y en a que 10 où
on est rentré en transe vraiment, quoi. Donc, oui, ça se décrète pas, évidemment. C'est indescriptible. Et c'est surtout, à ce moment-là, quand on réécoute, on a fait des choses, on ne se souvient plus de rien, on a fait des choses qu'on est incapable de refaire. Et là, cette émotion, quand on est nous dans ce cadre-là, cette émotion-là, les gens en face, ils sont subjugués. Et là, on leur fait passer un truc énormissime. Tu m'as dit qu'à TF1, régulièrement, tu étais en transe. Chez TF1. Alors, ça peut m'arriver quand je monte sur scène, mais il faut d'abord que je fasse une roulade, après que je fasse un 100 pas, et après... Alors, si on revient aujourd'hui, je suis en forme. Demain nous appartient, il y a une collaboration entre Newen, évidemment, hein, c'est vous qui produisez, et Santi sur la musique. On regarde un petit extrait et on en parle ensemble. Papa. Je vais chercher un café, chérie, je reviens. Votre enfant? C'est ma fille, ouais. Et vous? Mon fils. La semaine dernière, elle était encore en pleine forme. T'es joyeuse. Insouciante. Accident? Empoisonnement. Défaillance rénale. Il lui reste à peine quelques jours. Elle est si jeune. Aucun espoir? Elle a besoin d'une greffe, mais... Elle est tellement loin sur la liste, là, à moins d'un miracle. Voilà, là aussi, le sujet est grave. Bibiane, comment ça se passe justement? Spécial hôpitaux, c'était pas... Oui, c'est vrai que ça fait deux fois. Parce que l'émotion est aussi positive et c'est aussi le sourire et le rire. Absolument. La collaboration, comment justement je vais laisser Santi en parler, mais je trouve que ce qui était intéressant quand on parle de Demain nous appartient, c'est que c'est une fiction quotidienne. Oui. Donc on produit un épisode par jour. Donc c'est très contraignant pour, je dirais, les différents métiers. Chaîne de fabrication. Voilà, la chaîne de fabrication est très très importante et que le rôle de la musique est très important. Parce que tout à l'heure vous parliez avec Nicolas Cuche de savoir si parfois la musique pouvait rattraper. Dans ce genre de fiction quotidien, même si on voudrait que tout soit aussi parfait que sur une première partie de soirée, ce n'est pas le cas. Et la musique sert énormément au moment du montage. Et donc c'est pour ça que Santi nous a fabriqué toute une banque spéciale pour le feuilleton. Et ça, je crois qu'il est le mieux placé pour en parler. Tu travailles sur l'image? Non, alors justement, la différence sur une série quotidienne par rapport à une série qu'on avait fait avec Nicolas, Flic, etc., c'est qu'on construit une base de données musicales la plus proche de toutes les possibilités et les envies, sachant qu'évidemment il y a la tendresse, fiction, thriller, etc. Et donc on construit en amont, on va dire 3, 4, 5 heures de musique qu'on enrichit au fur et à mesure des besoins quotidiens. Et ce sont les monteurs qui, à partir de là, doivent connaître, utiliser et défricher l'ensemble pour entrer dedans. Mais l'équipe de musiciens, qui sont à peu près déjà pas mal, 4, qui travaillent toute la journée là-dessus, eux fournissent en amont. Et après, il y a, je dirais, cet intermédiaire qui sont les ils vont piocher dans la banque de données. Et quand ils ont des manques, ils envoient, je dirais, à travers le responsable de prod, Exé, un certain nombre. Il nous manque, on n'a pas assez de comédie, on n'a pas assez de trucs. Ça, on en a trop, on s'en fout. Ou telle famille, maintenant. Et après, vous vous adaptez. Moins, et après, parce que, comme le dit Santi, chaque famille a son thème, etc. Donc, c'est très travaillé pour créer tout de suite de l'émotion. Quand on entend une certaine musique, on sait qu'on va être dans une certaine famille du feuilleton. Donc, tout ça est travaillé en amont beaucoup plus que sur une sachant que globalement, la musique de comédie est particulièrement difficile parce que c'est souvent vite téléphoné. On a déjà une scène de comédie, quand on doit en plus rajouter une musique de comédie, on peut très bien
devenir très, c'est pas pathos, mais lourdos. Ouais. Donc, c'est assez difficile. Une belle musique de comédie, notamment quand c'est un mélange de thriller et comédie qui passe de l'un à l'autre en permanence, c'est ultra difficile. This is the voice. Alors je le fais mal, je le fais moins bien que, que la voix off. Moins bien que Nikos, mais pas mal. Ouais, moins bien que Nikos. Ouais, c'est un métier. Hein. Mathieu Grelier, donc vous êtes le producteur de The Voice et The Voice Kids, évidemment. On a vu dans l'étude tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, que évidemment ces deux émissions suscitent de l'émotion. J'imagine que vous n'êtes pas surpris par le résultat de l'étude. Comment ça se travaille ? Ce qui est intéressant avec The Voice, et en général je trouve dans des programmes de divertissement et de flux, mais en particulier avec celui-là, c'est que c'est un programme qui a été conçu pour susciter de l'émotion. Alors comme vous dites, l'émotion c'est pas forcément pathos, c'est toute la gamme de sentiments humains qu'on peut partager, ressentir ensemble, même si on n'est pas physiquement présents les uns avec les autres, on est chacun chez nous, on sait qu'au même moment que nous, il y a des gens qui ressentent cette même joie, cette même attente, cette même excitation, cette même surprise, parfois cette même émotion un peu triste. Donc le programme a vraiment été conçu pour ça, parce que c'est un programme qui suscite sans arrêt des questions, qui interpelle le téléspectateur. Donc là aussi, le téléspectateur est actif. Ah, il est actif, et même le programme est construit comme ça, puisque dans The Voice, quand vous voyez quelqu'un arriver, vous ne savez pas déjà ce qu'il va chanter, comment est-ce qu'il va sonner, quel va être son univers, vous ne savez pas comment les coachs vont réagir, vous ne savez pas lequel ou lesquels vont appuyer, puis s'il y en a qui appuient, vous ne savez pas ensuite lequel le talent va choisir, etc., etc. Donc vous êtes sans arrêt stimulé. Je pense que c'est toutes ces questions qu'on pose au téléspectateur qui suscitent chez lui une attente, une curiosité, et quand cette attente, cette interrogation, on lui répond, il y a une espèce de délivrance qui suscite l'émotion. Donc le programme a vraiment été conçu comme ça, à la base par John de Mol et ses équipes en Hollande. Mais malgré tout, malgré toute cette magnifique mécanique, c'est ce qui nous passionne depuis 7 ans qu'on fabrique cette émission, on n'est jamais sûr qu'on va arriver à la vivre, l'émotion. Tout simplement parce que pour moi, elle ne se fabrique pas, elle ne se décrète pas. Nous, notre métier, c'est de la susciter, d'essayer de la favoriser, de la capter, de la sublimer, à travers bien sûr le travail de l'image, du montage. Mais in fine, on ne peut pas la fabriquer artificiellement parce qu'elle est basée avant tout sur l'honnêteté des protagonistes, en l'occurrence dans The Voice, l'honnêteté de ceux qui viennent chanter, l'honnêteté de ceux qui écoutent, les coachs qui sont un peu nos vecteurs d'émotion, qui sont nos premiers, ceux qui vont ressentir avant nous ce que nous on va ressentir de l'autre côté de l'écran, l'honnêteté de Nikos quand il fait son travail et qu'il accompagne les familles, etc., etc. Mais ça peut pas se décréter, on ne sait jamais si elle va arriver. Donc c'est ça que on fait une espèce de métier masochiste où on espère quelque chose dont on n'est jamais complètement sûr que ça va se produire. Est-ce que toutefois il a fallu adapter ce format qui est international aux spécificités entre guillemets françaises? Oui, je pense que oui, mais le programme n'est pas le même. C'est pas forcément dans de la technique télévisuelle concrète. Ouais. Mais je pense qu'en France, on est un pays où on n'aime pas le mensonge, on n'aime pas la triche. Et on le ressent très vite. Il y a d'autres pays qui aiment la triche. Il y a des pays où ils peuvent davantage fabriquer les choses et le public le sait un peu, mais ça passe. D'accord. Si vous allez voir par exemple The Voice aux États-Unis, qui est magnifiquement produit, moi j'ai été souvent, c'est hyper bien fait, mais on dirait une sitcom. Chacun a ses lignes, limite ils ont. Donc c'est trop parfait. C'est trop parfait. Ça devient presque lisse. Nous en France, on a décidé de le faire à la latine, de le laisser brut. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'oreillette au coach, on leur a pas donné de consignes. On y est allé en disant voilà, on va organiser les choses, bien sûr, on va faire un bel écrin, on va essayer de trouver les meilleures chansons possibles, le meilleur casting possible. Avec Bibiane, on a partagé des vies antérieures où c'était aussi notre travail sur d'autres programmes du même type. Mais in fine, tout ce qui va se passer, ça va être vrai. Ça va être vrai, on ne va pas le truquer, on ne va pas le faker, on ne va pas le préparer. On va simplement essayer de créer ce climat qui va faire que, à un moment, la magie va arriver et que le téléspectateur devant son écran, à travers la réaction aussi de ceux qui voient, les coachs ou les familles, il va se dire, ben oui, eux, ils s'autorisent à avoir cette émotion et moi, j'ai la même et on va communier ensemble dans ce même sentiment. Et ça, c'est très français et pour que ça marche, il faut que ce soit authentique. Sinon, c'est cuit d'avance. Dernier élément, et là, on quitte The Voice. 4 mariages pour une lune de miel, c'est un programme que vous produisez également. Et sur un autre beau territoire. Hein, alors voilà, là, on a affaire à des conflits et donc à des émotions différentes ou pas? Alors, moi, j'aime pas qu'on réduise ce programme simplement au conflit. Je pense que la base de ce programme, et ce qui fait qu'il fonctionne toujours très bien tous les jours à 17h, en particulier sur les cibles, puisqu'on est ici dans un campus qui parle de publicité, c'est quand même que ça raconte des belles histoires. La base de 4 mariages, c'est qu'on va raconter 4 histoires d'amour avec des hommes et des femmes qui vont sceller leur histoire dans un moment important. Après, la vie n'est pas toute rose, on a tous en nous des sentiments qui sont bons et puis d'autres parfois qui sont un petit peu plus taquins. Et donc, on a décidé d'organiser ce concours pour que chacune des prétendantes puisse un peu comparer ce que vont faire les unes et les autres, parfois comparer et en bien et adhérer et soutenir, et parfois un petit peu aussi
dire ce qu'elles ont trouvé de moins réussi dans la célébration. Mais je pense que le succès du format, il est vraiment sur ces deux piliers. D'un côté, le rêve, la projection, la belle histoire qu'on raconte, et de temps en temps aussi, comme on fait toujours nous dans les mariages, parfois, en même temps on est très heureux pour ceux qui se marient parce qu'on les aime, puis parfois on se dit, bon, quand est-ce que ça vient le dessert? Parce que c'est un petit peu long. C'est la vie, ça, c'est le reflet de la vie. Et nous, dans la façon dont on est en train d'essayer de faire évoluer le programme, qui doit, on l'espère, durer longtemps avec les équipes de programme de TF1, c'est peut-être d'aller davantage vers l'émotion positive et de moins en moins vers ce côté un peu ce qu'on appelle le bitching, nous, dans notre jargon, qui finalement est important pour donner un peu de piment et être conforme à la vérité de la vie, mais qui n'est pas pour moi ce que ce programme doit majoritairement véhiculer. Voilà. Donc j'essaie de le réhabiliter un petit peu parce que je trouve que les histoires d'amour est la base de ce qu'on raconte, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Et Bibiane en parlait tout à l'heure, on est là aussi surtout pour provoquer des émotions positives. C'est évidemment ce qu'on fait avec The Voice qui n'est que d'émotions positives, mais différemment, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec les mariages. Vous êtes un bon avocat sur vos programmes. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci. Merci. Merci Bibiane. Merci.